Bonjour Lucie. Hi, bonjour Marie-Danielle. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur un sujet qui me tient à cœur. Tu sais que je t'avais dit que j'avais déjà eu une maladie incurable, l'arthrite rhumatoïde chronique, et j'ai fait face à une limite. Puis je me suis reconnue dans l'histoire de ton livre à plusieurs endroits par rapport à cette limite-là. On va s'en parler. Fait que moi, je trouve que j'ai adoré ton livre, puis j'aimerais ça le présenter. J'aimerais ça savoir, toi, de ton côté, qu'est-ce qui, premièrement, peut-être me dire qu'est-ce qui t'a donné le goût d'accepter cette entrevue-là, puis deuxièmement, ben, qu'est-ce qui t'a donné le goût d'écrire ce livre-là ensuite? OK. Ben, accepter cette entrevue, d'abord, je te trouve sympathique. Avoir un échange avec toi d'humaine à humaine, ça me fait toujours plaisir. J'ai le sentiment qu'à nous deux, on peut faire évoluer notre conception du corps humain, de la maladie et de la santé en lien avec des aspects plus psychologiques. Alors, toujours ouverte à ça. Puis, ben, c'est une petite histoire pour répondre à la question, qu'est-ce qui m'a amené à écrire ce livre-là? J'ai écrit 2 livres précédant celui-là sur le bonheur et la psychologie positive. Je pourrais revenir sur ce que c'est la psychologie positive. Et rendu à ce livre-ci, mon père était très malade. En fait, il a passé 5 ans à l'hôpital à ne pas savoir ce qu'il y avait. Et on l'a suivi, on l'a accompagné comme famille. Et à la fin de sa vie, une petite parenthèse, bon, comme on ne savait toujours pas de quoi il est mort, parce qu'à la fin, il nous a dit, bon, j'aimerais qu'on arrête l'acharnement thérapeutique, je suis prête à partir. Et lorsqu'il est mort, on a demandé une autopsie. Et quand ils ont fait cette autopsie, ils ont découvert qu'il est mort de rien. Mon père était mort sans avoir de maladie. Et c'est sûr que moi, c'est plus l'accompagnement qui a été me rejoindre beaucoup, d'être auprès de mon père malade. Et mon père, c'était une personne qui était très optimiste, il nous faisait rire beaucoup. Puis même à la fin de sa vie, il nous a fait rire. Et puis, ce caractère-là, lié à cette expérience de la maladie, ça m'a donné le goût d'écrire là-dessus et d'en savoir un petit peu plus. Et donc, bon, tu l'as lu, le livre, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui, se sachant malades, décidaient de vivre leur vie autrement et étaient plus heureux, même en étant malades. Et parce qu'il y a certaines personnes qui ont décidé de faire ce changement-là et sont morts tout de même, mais sont morts plus heureux qu'ils n'avaient été durant toute leur vie. Alors ça, c'était important pour moi, à la fois de démystifier les liens entre la santé physique et psychologique, l'impact du bonheur sur la santé et sur la maladie, parce que souvent, on a l'impression qu'on est malade et qu'on ne peut rien y faire, mais il y a des connaissances en psychologie qui nous permettent de mieux vivre la maladie et parfois, je vais le dire, là, de guérir. Je le dis avec une petite hésitation parce qu'on nous a tellement tapé sur les doigts en essayant de partager les connaissances qu'on a en psychologie dans le domaine de la santé physique. Mais il y a tout de même beaucoup de choses qu'on sait en psycho qui peuvent avoir un impact important sur la santé physique. Et à mon sens, maintenant, là, on est rendu à un point où il faut arrêter de se taire, arrêter d'être dans le silence et partager ça. Parce que je me disais, bien, la meilleure chose à faire, c'est que plus on en sait, mieux on peut gérer notre corps et faire face à la maladie. Alors, j'ai trouvé ça absurde. Bien, je continue de trouver absurde que le Collège des médecins, par exemple, prétende qu'il est le seul à pouvoir parler du corps humain, de la santé et de la maladie. Donc, c'est un peu ça l'histoire de ce livre, la mort de mon père, sa maladie, puis après la découverte du fait qu'on peut vivre la maladie autrement. Wow! Puis là, tu dirais aujourd'hui, ton livre, il s'adresserait à qui? Il s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Il s'adresse, bon, tu sais, j'écris comme je parle, moi, même si j'ai une formation universitaire, j'ai enseigné longtemps à l'université, j'ai fait de la recherche, mais j'ai toujours
J'ai toujours compris que la meilleure façon d'enseigner, c'était à partir d'histoires, à partir de mots très simples. Je suis une personne très simple d'ailleurs. Alors, il s'adresse à toute personne qui s'intéresse à ce lien étroit entre la santé psychologique et la santé physique. Toute personne qui est confrontée à la maladie aussi et qui veulent s'ouvrir l'esprit pour découvrir ces choses qu'on ne vous dit pas au bureau du médecin. Et bon, je dis ça, mais il y a des médecins qui ont l'esprit très ouvert maintenant, qui s'intéressent à ce point de jonction là, entre le physique et le psychologique. Et toute personne qui s'intéresse à la santé, envisager la santé autrement, c'est peut-être ce qu'il y a en dessous de ce livre-là, comme idée générale. Super. Puis je confirme que c'est vrai que la lecture, elle est simple, elle est fluide, super intéressant. Tout le monde peut comprendre. Là, il n'y a pas de grands mots biologiques, scientifiques. Là, c'est bien amené. En tout cas, moi, je peux te dire que j'ai adoré lire ton livre. Étant donné que je m'intéresse à ça depuis 25 ans, j'ai pu reconnaître plein de sources, plein d'exemples qui sont percutants, qui permettent de donner de l'espoir, puis surtout pour moi de découvrir notre pouvoir d'auto-guérison, tu sais, qu'on a beaucoup plus de pouvoir sur notre santé qu'on pense. Donc, ce que j'ai fait, si tu es d'accord, ici, je me suis permis de ressortir 2 petites pages. Je ne sais pas si on va passer à travers ça parce que je pense que j'aimerais ça que la rencontre ne dépasse pas 1 heure. Mais bon, j'ai ressorti des points qui m'apparaissaient les plus importants dans ton livre. D'accord. Et tu as déjà commencé avec ton introduction qui est j'avais retenu, la médecine peut nous aider à lutter contre la maladie. Et ça, je trouve ça important. Quand on parle de corps-esprit, en tout cas dans mon cas, moi, je dis tout le temps, je prends le temps de dire, mettez pas la médecine de côté d'urgence, il n'y en a pas question. C'est une médecine d'urgence, elle a évolué, et elle est extraordinaire, cette médecine-là. Souvent, il y en a parce que je focus sur l'aspect psychologique des maladies qu'on pense qu'on... Ça, c'est important de le dire pour moi. Puis ça, tu l'as bien sorti. Mais il faut autre chose pour reconstruire notre santé. OK? Puis ce autre chose-là, bien, c'est justement l'aspect psychologique. Fait que je ne sais pas si tu aurais le goût de rajouter quelque chose là-dessus, toi. Ben oui, oui. Ben c'est ça, en passant, je te confirme l'idée que je ne remets pas en question la médecine traditionnelle, sauf que je conçois qu'elle a des limites. Honnêtement, on s'en rend compte beaucoup ces temps-ci. Oui. Elle est très orientée vers l'aspect pharmaceutique. Je parle un peu de chimiothérapie. Je trouve qu'on a utilisé des interventions assez agressives qui peuvent blesser autant le corps que la maladie comme telle. Alors, je pense qu'il y a une bonne réflexion à avoir sur la médecine traditionnelle. Une autre chose que je réalise, comme toi peut-être, c'est qu'on a tassé du revers de la main tout ce qui est médecine alternative et naturelle et sans trop justifier pourquoi on le faisait. Hein. On nous a appris à avoir peur des médicaments naturels ou des interventions naturelles. Puis, il y a quelque chose de très paradoxal là-dedans. Et je me dis qu'on n'en est plus là. Tu sais, déjà, là, ça fait pas très longtemps que le livre a été publié, mais moi-même, j'ai évolué par rapport à ça. Et je me dis, il faut arrêter de prétendre qu'il n'y a que la médecine traditionnelle, la remettre en question, puis c'est ça, s'ouvrir l'esprit à ce qui contribue à la santé. Parce que quand on se rétablit, c'est quand on vit un moment de déséquilibre physique ou un moment de déséquilibre psychologique qui peut avoir un effet sur notre physique, ben c'est à ce moment-là qu'on doit se dire, ben OK, j'arrête, je fais attention. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter une intervention chirurgicale, par exemple, ou éviter que ma maladie s'aggrave? Puis c'est là que la santé, tu sais, la santé, c'est autre chose que la maladie. Je ne sais pas si tu vois, là, construire la santé, c'est autre chose qu'éliminer la maladie. Et il y a une tonne d'informations qui peuvent être importantes à considérer pour reconstruire la santé. Puis, entre autres, ce lien étroit entre le physique et le psychologique.
Donc, Mhm. entre le physique, nos émotions, Mhm. la gestion de nos émotions, par exemple, mais aussi l'esprit, nos pensées ont une influence sur nos émotions et sur Mhm. les réactions physiques qu'on a. Puis ça, c'est très important, puis c'est simple à comprendre, c'est pas ésotérique du tout. On le vit chaque jour. Vous avez Mhm. juste à penser à une mauvaise nouvelle, puis vous allez sentir quelque chose de différent dans votre corps que si vous pensez à quelque chose de bon, de bien, un beau Mhm. souvenir ou un événement heureux qui s'en vient dans le futur. Alors, cette compréhension-là, elle devrait t'aider, elle devrait nous aider à gérer notre corps puis notre santé. Ah, c'est 100% en ligne avec mon expérience aussi. J'aime beaucoup aussi donner l'exemple tout simple de juste tellement que nos pensées, nos émotions sont reliées à notre corps. L'exemple tout simple de s'imaginer à manger un citron, comment tout de suite il y a une réaction dans notre corps, ou encore s'imaginer à manger notre repas préféré. Juste là, faire l'exercice, tu t'imagines déjà, moi je viens de le faire, puis déjà les glandes salivaires répondent à ma pensée. T'sais. Et ça, c'est démontré scientifiquement maintenant que chaque émotion, chaque pensée agit instantanément dans notre corps. Donc ça, c'est pas connu, hein? C'est très peu révélé, c'est très peu parlé dans les médias, dans toutes sortes d'entrevues, même les médecins, beaucoup ne sont pas très au courant de ça. Tu as raison. Et pourtant, nous, tu sais, toi, ceux qui nous écoutent, en font l'expérience quotidiennement. Ouais. Alors, je pense que c'est ça. Il faut vraiment se réapproprier de cette expérience de notre corps qu'on a. Et souvent, bon, il y a eu un mouvement de méditation où on cherchait à éliminer ou contrôler les pensées. Mais bon, je parlais de psychologie positive tout à l'heure. Il y a aussi quelque chose qu'on peut faire qui est de remplacer des pensées négatives par des pensées positives. Donc, Mm-hmm. pour ceux qui ont du mal à faire un calme intérieur, tu sais, comme je le dis, contrôler ses pensées, on peut les remplacer tout simplement en ayant des souvenirs, des images. Tu sais, on peut utiliser notre environnement aussi pour mettre au mur des images qui sont bonnes pour nous, qui nous rappellent des belles choses, des paysages, par exemple. Comme on peut contrôler ça, je veux dire, on a tellement du contrôle, du pouvoir sur nous. Si on court après les mauvaises nouvelles, il faut vraiment se rendre compte qu'on est en train de s'auto-détruire intérieurement. Tu sais, dans cette période qu'on vit, on est bombardé de mauvaises nouvelles, mais on peut aussi mettre l'accent sur des bonnes nouvelles. Comme on peut être bombardé de personnes qui nous affectent négativement, entouré de ces gens-là et avoir l'impression qu'on n'a pas le choix. Et moi, souvent, je dis, il y a quelque chose de simple dans sa vie à faire, c'est entourez-vous de personnes qui vous font du bien. Et déjà, ça a un effet sur votre physique et ça, vous pouvez l'observer. Vous n'avez pas besoin d'un médecin pour vous le dire, ni d'un psychologue pour vous le dire. D'ailleurs, ce que tu viens de dire, on va en parler tantôt, je vais lister un peu parce que dans le titre, tu parles de 8 attitudes hein, à avoir. Puis, ça fait partie d'une de tes 8, de dire de bien s'entourer, d'un bon réseau social. C'est tellement, c'est tellement fondamental comme besoin humain. Oui. Le clan, les relations, c'est fondamental. On est des êtres de groupe, on est des êtres de clan, des êtres sociaux. Donc, plus quand on s'isole comme ça aussi, il y a beaucoup d'études qui viennent vraiment appuyer que l'isolement rend malade. Là. L'isolement rend malade, c'est pas la même chose que la solitude. Je pense que Non, ceux qui non, aiment c'est être bon. seuls, c'est Oui. important de leur dire que c'est une bonne chose. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup la solitude, mais les relations de qualité, c'est le facteur numéro 1 du bien-être. C'est clair. Alors, souvent, encore une fois, les gens ont l'impression qu'ils ne peuvent pas choisir leur relation ou pour une raison, pour une autre, ils ont peur du jugement d'autrui, ils ont peur de blesser les autres, mais c'est quand même un aspect de notre vie sur laquelle on a du pouvoir, de bien s'entourer des gens qui nous font du bien, qui nous ressemblent, qui ont un point de vue similaire ou proche d'une autre. C'est très important.
Je veux revenir sur la psychologie positive parce que je ne l'ai pas définie, là. On va Oui, régler ça là, tout de suite en OK. partant. Et ça marche. La psychologie positive, c'est une nouvelle science qui s'est développée après la psychologie traditionnelle qui était orientée vers les problèmes humains. On prétendait que chaque personne avait des problèmes de santé mentale. Puis on s'est beaucoup intéressé à la dépression, l'anxiété, aux troubles de personnalité. Mais un jour, il y a un psychologue américain qui a dit, ben voyons donc, les gens ne sont pas que des problèmes. Ils ont aussi des ressources. Et si en psychologie, on s'y intéressait? Et ça s'est fait là 10-20 ans. Et bon, moi, j'étais l'une de celles qui a introduit ça au Québec. On me reconnaît comme la principale responsable de la promotion de la psychologie positive parce que moi, je croyais de toujours que si on s'intéresse à ce qui va bien chez les gens, à leurs ressources, autant intérieures que dans leur réseau, et on pouvait les aider à traverser les moments difficiles. Alors, c'est la science qui s'intéresse sans renier tout ce qui ne va pas bien. Hein. On est des gens très empathiques comme psychologues positifs, Oui. mais il y a aussi des ressources, on peut les reconnaître et faire en sorte aussi d'apprendre un peu mieux comment les gens qui vont bien font pour aider ceux qui vont moins bien. Alors, dans un bureau psychologue, quand vous avez quelqu'un devant vous qui connaît cette science, c'est beaucoup plus agréable, je vous dirais, parce que souvent, les gens ont l'impression que quand ils vont voir le psychologue, ils vont parler de leurs problèmes uniquement. Alors, ce n'est pas le cas pour certains psychologues qui sont formés à la psychologie positive. Et je vous en parle, je ne suis plus psychologue, hein, il faut vraiment que je le dise, mais j'ai passé quand même 25 ans de ma vie à faire ce travail-là et à enseigner, et entre autres, cette nouvelle science-là qui est très scientifique. Là, on fait des recherches dans le domaine, ça n'a rien de la... C'est pas la psychologie populaire, là. C'est très scientifique, mais mon désir à moi, comme c'était de le rendre accessible à tout le monde, j'ai écrit des livres qui étaient assez simples à lire. Okay. Je trouve ça intéressant parce que dans qu'est-ce que tu dis, moi, j'ai été chercher une formation en PNL, qui est la programmation neuro-linguistique. Tu dois connaître un petit peu ça. Oui. Mais il y a cette notion-là aussi de ressources, d'aller chercher nos ressources. Et puis, comme je te disais, moi, je me suis beaucoup intéressée à la communication non violente. Oui. Puis, de ce que je reconnais un peu, cette approche-là, elle est plus, ben, peut-être une question de mots aussi, c'est d'aller chercher nos besoins fondamentaux, de voir qu'est-ce qui n'est pas nourri dans nos besoins fondamentaux, puis que, en tout cas, j'aime bien faire un exercice que, si, admettons, que je reconnais un besoin fondamental qui n'est pas nourri, et là, je vais chercher vraiment des exemples dans ma vie ou des souvenirs où ça a été nourri. Et là, tu as toute l'émotion positive, agréable qui émerge, tu sais. Puis là, c'est sûr que dans le corps, tout le corps se réenligne et se rééquilibre par rapport à ça, tu sais. Je sais pas, quand tu parles de science, il y a aussi celui qui parle beaucoup d'émotions positives. Lui, je pense qu'il utilise plus les hautes émotions. C'est le docteur Joe Dispenza. Est-ce que c'est quelqu'un? Bon, avec lui aussi, tu sais, parce qu'il parle en anglais, puis moi, je suis pas très bonne en anglais, mais il me semble que dans les traductions, il appelle ça des hautes émotions, mais dans le sens que pour moi, c'est les émotions. Qu'est-ce qu'on sent quand on est en relation avec quelqu'un, puis qu'on partage des belles affinités, d'être entendu, quand on est en entendu, comment on se sent, l'amour. Il y a beaucoup le sentiment de paix, de grâce, la gratitude. Quand tu as de la gratitude par rapport à quelqu'un qui a été difficile dans ta vie pour toi, mais qui t'a tellement permis, toi, d'évoluer puis de comprendre qui tu es. Donc, ça, c'est scientifique, tout ça. Ça vient vraiment... La science a vraiment démontré, effectivement, que les émotions positives permettent soit de faire la paix, même avec peut-être ta maladie, mais la plupart, je vais te dire, en général, le corps, il se rétablit, il se rééquilibre avec ses émotions. Oui. C'est sûrement en lien. Tu sais, j'imagine qu'on est nourri par des ruisseaux multiples et on en arrive à concevoir les choses un peu de la même façon. La gratitude, c'est un thème qui est vraiment abordé en psychologie positive. Puis il y a des exercices qu'on suggère aussi
comme qu'on soit malade ou pas, là. Comme par exemple de penser à 3 bonnes choses avant de se coucher ou en se levant. Et cet exercice qui est tellement simple, 3 bonnes choses qui se sont passées dans ma journée, qui me rendent heureuse, ça a aussi l'effet de reconditionner le cerveau à observer les éléments plus positifs dans sa vie. Et tu parlais de besoins tout à l'heure. Il y a des scientifiques en psychologie aussi qui sont intéressés à ces gens qui ont le sentiment d'avoir eu un passé très difficile et cette possibilité de réécrire son histoire en s'arrêtant sur des relations qui ont été constructives. Il y a toujours possibilité d'en trouver, même dans un passé de maltraitance, par exemple. Tout à fait. Et ça, c'est en lien avec ce besoin d'être considéré comme une bonne personne, ayant eu le mérite d'avoir des bonnes relations. Alors, c'est vraiment un gros morceau dans beaucoup d'êtres humains et c'est souvent la source de beaucoup de maladies, ça. Le sens de sa valeur. Et on a l'impression parfois qu'il y a quelque chose de fataliste dans cette valeur. Je suis née comme ça parce que j'ai eu ces messages-là reçus à mon enfance, mais en psychologie positive, ou du moins ma façon de voir les choses, c'est qu'on peut toujours reconstruire à partir de maintenant en réécrivant notre histoire. Ses croyances aussi, parce que c'est quoi le sens de sa valeur? Puis souvent, le sens de sa valeur, c'est associé au paraître, là, ou à la voix, puis ou une compétence très particulière. Si j'ai une très bonne compétence, là, j'ai un sens de sa valeur, mais de remettre en question qu'est-ce que c'est sa propre valeur. C'est vraiment ça. C'est tout un défi pour chacun parce qu'il faut se déconditionner. Puis tu connais sûrement l'analogie avec le billet de 50 $ qu'on froisse. Oui. Alors, c'est ça, on le froisse, il est tout fripé, mais il demeure une valeur de 50 $, peu importe dans quel état il est, là. C'est un peu la même chose pour chaque individu. On peut avoir l'impression d'avoir été fripé, d'avoir été maltraité dans nos relations antérieures, mais on préserve la même valeur. Puis comme tu dis, cette valeur-là, elle doit être construite à partir de d'autres critères, je dirais, que par exemple la compétence, le prestige, l'argent. L'argent, c'est-à-dire le salaire qu'on gagne. C'est des faux critères, hein? Puis on le sait quand on meurt. D'ailleurs, j'en parle un peu dans mon livre. Quand on meurt, on perçoit la vie bien autrement. C'est à ce moment-là que nos priorités changent. Tout à fait. Notre vision de la vie change. Fait que j'aimerais ça revenir un petit peu, ça va faire une continuité, là, mais par rapport à ton livre, il y a quelque chose que tu as ressorti dans ton livre qui s'appelle le défi d'être malade. Et tu as 2 points, OK? Le premier point, c'est qu'on ne connaît pas notre corps physique et psychique. Donc, le corps physique, la plupart des gens ne savent pas comment fonctionne leur corps du tout. Ça, c'est le premier. Puis psychique, là, on a un petit peu parlé, c'est notre rapport avec nos blessures, nos croyances, notre valeur, c'est tout ça tu sais, la connaissance de soi, c'est super important pour moi. Puis le deuxième point que tu fais ressortir, c'est la crainte de la souffrance, la peur d'avoir peur. Ça, c'est aussi un gros point que j'aimerais soulever parce que je l'ai vraiment expérimenté, ça, puis c'est très important d'en parler de ça. Tu dis que tu l'as expérimenté, Marie-Danielle, parce que tu l'as vécu toi-même? Tu avais peur? Bien, la peur d'avoir peur de souffrir. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, dans le temps que j'avais l'arthrite rhumatoïde, qui est une douleur constante, puis à différents moments, des fois, c'était plus intense, moins intense. Mais quand il y a une douleur, là, c'était la peur que ça fasse encore plus mal, que ça dure dans le temps, c'est dans ce sens-là que je voulais l'apporter. Tu me diras, toi, dans ton côté, si c'était un autre angle. Mais moi, c'est dans ce sens-là que j'ai expérimenté que ma douleur pouvait augmenter de façon exponentielle. Je ne peux pas dire, c'est au moins 2 fois plus, si ce n'est pas 3 puis 10 fois plus. Ça, c'est difficile à mesurer, ça dépend de chaque personne, mais je l'ai vraiment expérimenté. Quand j'en ai pris conscience, ça a été un cercle vicieux difficile à défaire, mais qui est important à défaire. Parce que plus tard, j'ai eu d'autres moments où j'ai eu des petites rechutes à des endroits en particulier. Et quand j'ai reconnu le pattern, j'ai été juste,
j'ai encore revisité la mémoire ou la blessure, mais j'ai pas embarqué dans la peur de la douleur et ça n'a rien à voir, là. Ça n'a jamais pris l'ampleur que dans ma période intense, là. Ça a été difficile à vivre. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Okay. Ben, ça clarifie aussi, puis ça illustre bien là, ce défi-là, d'être Oui, malade. c'est ça. Puis Ben, moi, j'ai envie de au moins donner un exemple je dirais, c'est une théorie que Milton Erickson avait donnée par rapport à la souffrance, mais si je reviens au premier élément, c'est vrai qu'on ne se connaît pas. On le réalise quand on est malade, puis il peut y avoir aussi une petite panique reliée à ça, oui, puis une tendance à remettre notre pouvoir dans les mains de spécialistes. oui. Et être malade, c'est aussi l'occasion justement de s'arrêter puis d'essayer de se comprendre à ces deux niveaux-là, parce que comme on le disait tantôt, c'est vraiment interconnecté. Oui. Tu sais, il y a, à quelque part, on a dit sur le plan scientifique que 85% de nos maladies se guérissent par elles-mêmes. On Oui. est un hôpital ambulant. On a tout ce qu'il faut pour guérir la plupart des choses, là. Puis on ne parle pas de ce qui est chirurgical, évidemment, ou de ce qui est congénital. On est avec ça. Mais il y a des maladies qu'on crée, qui se créent à travers notre croissance. Puis ça, on a du pouvoir là-dessus. Puis c'est entre autres, bon, c'est sûr, en ayant une bonne alimentation, un bon train de vie, on est tellement sédentaire. La sédentarité, je pense, pour moi, là, ça explique beaucoup de nos maladies. Sédentarité qui va avec le poids, l'exercice physique qui n'est pas là. Alors, c'est Moi, une... j'explique Oui. que quand tu fais de l'exercice, parce qu'il y a une plus jeune, quand j'avais une vingtaine d'années, aujourd'hui, je prends plus conscience avec tous les stress à lesquels j'étais confrontée. Puis je jouais au badminton 4 soirs par semaine. Puis là, je me rends compte que mais je jouais, là, je me défoulais. Fait que je pense que oui, c'est bon pour le corps, mais c'est bon aussi pour sortir le stress de notre corps. Donc, Oui. moi, je vois un lien direct avec le bien-être, là. Tellement. Écoute, c'est ça, Milton Erickson, dont je vais parler. C'est un médecin. Oui. Et la première prescription qu'il faisait, c'est, pour une personne qui était malade, c'est aller monter une montagne. Faites de l'exercice, sortez dehors. Et sur le plan psychologique, j'ai tendance à dire que c'est la même chose. Oui. La source de nos maladies, de plusieurs de nos maladies, c'est le fait qu'on est en dedans à ne rien faire physiquement, c'est-à-dire être assis, puis à ne pas bouger physiquement, alors qu'avant, comme tu dis, soit on était jeune, soit dans le temps de nos ancêtres qui travaillaient sur la terre, leur façon de vivre éliminait une partie de la maladie. Il y avait des conditions beaucoup plus difficiles que nous, par exemple, ce qui expliquait leur mortalité assez jeune. Oui, c'est ça. Mais pour moi, c'est ça. J'ai l'impression que ces temps-ci, on se tourne vers la pharmaceutique pour régler nos problèmes, alors que la première chose qu'on devrait faire, c'est mange mieux puis bouge plus. Bouge plus sans te stresser pour autant, là, mais au moins fais de l'exercice. Puis l'autre, la souffrance, c'est Milton Erickson qui disait, si on éliminait 2 tiers de nos sources de souffrance, ça serait beaucoup plus facile à gérer. Puis il identifiait les souffrances du passé, celles du présent et celles du futur. C'est-à-dire que nos projections dans le futur, comme tu le disais, j'ai peur d'avoir encore plus mal. Ça, c'est une projection du futur, où j'ai peur de ce qui va m'arriver, où j'ai peur qu'on se retrouve dans une société qui n'a pas d'allure. Ça, c'est dans le futur. Et dans le passé, c'est tout ce que j'ai emmagasiné comme idée sur moi-même. Je ne suis pas capable, je ne suis pas bon, je ne suis pas aimable. Ces souffrances-là ou encore les idées préconçues qu'on a. Ça va se passer comme ça. J'ai connu quelqu'un qui avait cette maladie-là, je vais faire pareil. Alors, ce qu'il disait, si vous êtes capable d'éliminer les souffrances du passé, les souffrances du futur et n'être que dans le présent, déjà, ça va être beaucoup plus supportable. Ça, c'est par rapport à la souffrance. Puis comme tu le disais, moi, j'observe les gens. Puis il y a vraiment une tendance qu'on a à ajouter à la souffrance actuelle une tension qui multiplie la souffrance. Cette tension-là qui est reliée à notre peur, la peur de la souffrance, comme tu dis, la peur d'avoir peur, mais la peur de toutes ces conditions qui nous entourent, le focus qu'on met sur ce qui ne va pas bien. C'est vraiment. Alors que, comme si on avait un peu peur de sortir de tout ça, puis de penser à ce qui va bien, malgré tout, même quand on est malade.
As-tu déjà, j'imagine que la réponse est oui, là, mais j'ai une question qui me vient à l'idée parce que ça a fait partie de mon processus. D'après toi, y a-t-il beaucoup de gens qui ont peur de l'amour? Puis toi, tu l'associes à ce dont on parle en ce moment, Ben, à je pense des bonnes que choses. oui. C'est vraiment intéressant, cette question-là. On pourrait en parler Ah oui, pendant on des pourrait en heures et parler des une heures. heure complète, oui. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai observé dans mon domaine, puis en travaillant avec les gens aussi, c'est que les gens ont peur des bonnes choses. Les Oui. gens peuvent avoir peur des bonnes choses. Tu parlais des autres émotions tout à l'heure. Les gens, c'est fou, hein, de se dire qu'ils ont peur d'être vraiment bien, de vraiment être heureux ou de vraiment être en amour. Puis l'amour, c'est un terme qui est tellement Il large. faudrait le définir aussi, parce Oui, que je pense qu'il y a beaucoup de croyances qui sont pas de l'amour, mais qu'on croit qu'il y a de l'amour. ben oui, ou différents types d'amour, en tout D'autres, cas, oui. parce qu'on peut avoir un amour conjugal, on peut avoir des amitiés qui sont très intenses, on peut avoir aussi un amour universel. Cet amour-là est gratuit et donné, puis tu sais, pas, c'est pas le même engagement qu'un amour conjugal, mais je te dirais oui, j'ai vraiment observé qu'on s'intéresse peu à ça, peut-être parce qu'on le fuit, peut-être parce qu'on veut éviter ça, à cause de cette peur-là, peur d'aimer, peur d'être aimé aussi. Oui, tout à fait. On alimente cette idée-là qu'on n'est pas aimable, jusqu'à quel point c'est pas confortable. Tu sais, c'est fou, là. On est un peu des êtres fuckés, nous, les humains, hein? On peut avoir peur d'être aimé, puis trouver un confort dans notre malheur. D'ailleurs, souvent, C'est comme le connu, hein? On dit souvent, on aime plus notre connu le que connu, oui. qui est confortable, qui n'est pas Oui, trop, ce serait de sortir de notre zone de confort que de se sentir vraiment aimé. Puis, moi, j'ai souvent l'image des gens, tu sais, des fois, on travaille avec des gens, puis c'est très, très, très difficile parce qu'eux-mêmes sont résistants à être mieux. Et oui. j'imagine ça un peu comme une plure d'oignon. C'est comme s'il faut enlever une plure de malheur à chaque fois. Puis c'est comme si ces gens-là portaient le malheur comme un habit. Puis que d'enlever l'habit du malheur, c'est un peu comme se sentir nu. Et c'est vraiment un passage difficile Oui. entre cette zone de confort du malheur puis le bonheur. Puis oui, je trouve qu'on aurait long à dire là-dessus. Oui, Puis c'est il y a des vrai. gens qui se reconnaîtraient là-dedans aussi. Sauf que on n'est pas sorti de notre terme, dans le sens que quand on réussit on fait un choix, je pense, un choix conscient de dire non, mais à partir de maintenant, je vais être plus conscient, être plus de gratitude, puis je vais plus m'aligner vers des émotions positives, mais nécessairement, le corps, il va suivre, là, tu sais. Oui. Fait que, C'est OK. une spirale Oui, ascendante. c'est On ça. remarque vraiment Vertueuse. vertueuse, exactement, c'est le terme. Les gens pensent qu'ils doivent attendre d'être heureux pour être heureux. Et Oui, c'est ce ça. qu'on découvre quand on fait des exercices, comme par exemple sourire aux passants, même si à l'intérieur de nous, on se force un peu, ça va avoir un impact sur notre corps, comme tu le dis, ça a un impact sur notre contexte. La personne va nous sourire, va s'arrêter, va partager des beaux sentiments. Alors, la pratique du bonheur rend Oui, heureux. tout à Et fait. comme Puis je tu disais dis, c'est une tantôt, pratique. C'est vraiment bien dit pour moi, là, d'inciter, oui, c'est une pratique, comme apprendre à jouer du piano. oui, Ça c'est prend des vrai. années. Oui, c'est vrai pour ceux, tu sais, on ne part pas tous avec le même Non, potentiel de bonheur. Puis il y en a qui ont besoin d'aller au centre de conditionnement physique du bonheur plus que d'autres. Là. Il y en a qui ont une shape ouais, parfaite puis sont en santé, il n'y a pas de problème. Santé du bonheur, là, mettons qu'on oui, fait le lien. Mais pour certains, il y a ouais. des exercices qui peuvent être aidants. Mais ce qui est le fun, c'est que les récompenses viennent tout de suite. C'est vraiment ça, penser à ces trois bonnes choses-là ou exprimer de la gratitude. Bon, dire merci aux gens, c'est tellement simple à faire et souvent, c'est une expérience très heureuse. On se sent bien, on voit que ça fait plaisir à l'autre et ça a un impact immédiat sur nous et ça nous donne le goût de le faire davantage et ça donne le goût aux autres aussi de le faire. En communication non violente, l'approche qui est proposée dans le merci, c'est aussi dire en quoi la personne, qu'est-ce qu'elle a dit ou qu'est-ce qu'elle a fait qui, moi, m'a nourri.
de vraiment exprimer avec des mots précis. Mais tu sais, quand tu as dit telle affaire, ah, mais là, j'ai fait une prise de conscience qui m'a permis de faire un changement de regard, puis ouf, ça m'a permis d'évoluer vers un pardon ou d'amener une autre décision. Ou des fois, juste, tu es arrivé à la maison avec un gâteau, puis j'avais le goût. Ben, tu sais, c'est vraiment là, de nommer les choses et en quoi ça m'a nourri, ça m'a fait plaisir. Ça, je trouve ça important de pratiquer cet aspect-là aussi. C'est très important ce que tu rajoutes parce que l'autre ne peut pas savoir, si vous ne le dites pas, d'où vient votre gratitude et d'apporter des précisions. D'une part, c'est plus clair pour eux. Et ce que ça fait, c'est que ça les encourage à répéter ça. Oui, alors, quand vous êtes avec des enfants, un conjoint, des amis, c'est pas stratégique, mais quand même, on peut améliorer nos relations en leur disant qu'est-ce qui nous fait plaisir, puis on peut s'attendre, pas toujours, là, mais peut-être à ce que la personne ait envie de le faire davantage. C'est vraiment aussi dans l'approche de la CNV, c'est d'essayer de faire éveiller ce que tu as envie de faire. Il n'y a jamais, on essaie de sortir de l'obligation, c'est d'éveiller ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est parce que la personne va le faire à partir de la joie, puisque c'est la joie que je veux faire vivre en une émotion positive que je veux faire vivre en dedans de moi, tu sais. Fait que oui, les attentes, pas d'obligation, c'est super important aussi d'évoluer vers cette conscience-là que je fais les choses parce que j'ai envie de les faire. Et si de temps en temps, il y a une obligation pour X raison, bien de voir quoi je nourris derrière ça pour me rattacher à dire, OK, il y a un aspect que j'aime pas, tu sais, comme faire la vaisselle. Moi, je suis pas quelque chose que j'aime. Là, je prends des petits exemples simples, là, mais pas quelque chose que j'aime faire, mais sauf que pas la faire, quoi j'aime, qu'est-ce que j'aime? J'aime que mon comptoir soit bien disponible, j'aime la propreté, que je me rallie à la joie que ça m'apporte ou le résultat que je vais obtenir. Fait que c'est vraiment, on vient à l'idée de vraiment s'occuper de qu'est-ce qui nous appelle, qu'est-ce qui nous apporte du plaisir, de la joie, de la satisfaction profonde. C'est des petites choses, là. C'est souvent pas des grandes choses. Tout à fait, mais c'est vraiment la clé. Puis quand nous-mêmes, on en fait l'expérience, on comprend comment l'autre aussi devant nous peut en faire l'expérience. On arrive au même résultat quand vous encensez les qualités de l'autre plutôt que de lui reprocher ses défauts. C'est le même résultat parce qu'il va avoir tendance à le faire davantage, puis nécessairement, il va y avoir moins de place pour les limites, par exemple, que vous percevez. Et vous le savez parce que quand vous recevez des compliments, des bons mots à votre sujet, vous allez avoir une énergie, un goût, puis aussi vous allez vous sentir bien avec la personne. Quand vous recevez plutôt des reproches, regardez comment vous vous sentez. Oui. On ne se sent pas bien. Puis c'est tellement ça qui se passe en ce moment dans notre société, là, d'un côté, de l'autre, on peut dire que deux clans, là, avec la COVID, là, tu sais, c'est un gros morceau, ça. Comment tu penses que l'autre se ressent si tu lui dis qu'il n'est pas correct de penser comme il pense? T'as pas de chance, là, je pense, en tout cas, parce que moi, quand on me fait ça, je recule, je me ferme, mon cœur se ferme, je veux même plus entendre ce que l'autre a à dire, tu sais. C'est pour ça qu'on a du chemin encore. On a du chemin et pourtant, c'est simple, mais pour moi, c'est vraiment de se demander qu'est-ce qui marche avec toi et comment l'autre est avec toi, puis que tu le prends, par exemple, que tu es ouvert, puis de pouvoir récupérer ça pour faire la même chose envers l'autre. Mais souvent, on est très émotif, puis quand on vit des émotions, c'est plus difficile d'entretenir une relation. Ça, puis accueillir ses limites par rapport à ça, c'est super important aussi. Là, donc, les 8 attitudes, je vais les nommer. Puis après, on va prendre 2-3 petites minutes pour chacune d'expliquer un peu c'est quoi ces attitudes-là qui sont au service de notre santé. Donc, le premier, tu l'as nommé les optimistes. Le deuxième, les rusés. Le troisième, les bons vivants. Les paisibles, le quatrième. Les increvables. Les fervents. Les sociables et les courageux. OK.
Donc, moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça vraiment original parce que tout ce que tu expliques là-dedans, dans mon observation personnelle, je les avais classés pas de la même façon, puis, mais on est arrivé aux mêmes conclusions. OK. Puis j'ai vraiment le goût d'en adopter de la façon que tu as présenté ça. Donc, le 1, c'est les optimistes. Pour moi, puis dans ton livre aussi, mais moi, c'était vraiment le mot-clé que j'ai marqué, c'est la volonté de vivre. Optimiste, c'est aussi, ils ont comme une façon naturelle de trouver les côtés positifs de la vie. Fait que tu quelque chose que tu as le goût de rajouter? Oui, puis ça me fait penser à l'anecdote dont je parlais dans ce chapitre-là qui, moi, m'a éclairée parce que c'est ça, je te remets dans le contexte, le livre il a été écrit suite à la mort de mon père, mais je me suis intéressée à ceux qui n'avaient pas vécu les choses de la même façon. Et entre autres, il y a des gens qui ont décidé que ça ne se passerait pas comme ça. Et l'analogie que je fais, c'est une partie de hockey qui s'est vraiment passée. C'est mon garçon, leur équipe perdait, puis ils perdaient de beaucoup. Et puis, tu sais, c'est sûr qu'une équipe peut choisir, soit on baisse les bras, puis on se dit, on va perdre, ou encore on se dit, non, la partie n'est pas finie encore. Il y a encore possibilité, il y a encore des minutes qui passent. Et puis finalement, ils ont terminé avec une partie nulle, ce qu'on ne s'attendait mais vraiment pas parce que l'équipe était très, très forte là, contre qui ils jouaient. Et il y a des gens qui ont cette attitude-là de dire que tant que la partie n'est pas finie, je peux encore ne pas la perdre ou la gagner. Et ça, cette force-là, cette conviction-là, elle fait la différence entre les gens qui soit sont malades, puis continuent d'être malades, puis d'autres qui vont soit sortir de la maladie, faire durer leur vie plus longtemps, la savourer davantage. Puis c'est des recherches qui démontrent ça, que les gens qui sont optimistes vont vivre plus longtemps. Et bon, il y a un autre chapitre dont j'en parle, mais je vous le dis tout de suite, là, l'espoir pour moi, c'est ce qu'on ne doit jamais enlever à une personne, même quelqu'un qui est en phase 4 d'un cancer, parce qu'il y a toujours l'espoir de vivre une journée moins douloureuse, une journée où on va voir nos proches, par exemple, les prendre dans nos bras. Et comme tu le dis en ce moment, pour moi, cet espoir-là, on ne doit jamais le perdre. Espoir qu'on va vivre dans un monde nouveau, plus beau que celui-ci. Moi, j'ai cette conviction profonde, puis elle ne partira jamais. Et à chaque fois que je vois quelqu'un perdre cet espoir-là, mon travail à moi, il consiste à redonner de l'espoir. C'est jusqu'à notre dernier souffle. Moi, je me dis jusqu'à mon dernier souffle, je ne lâcherai jamais d'aller vers ce chemin-là d'espoir, de joie, de communauté, de tout ça, là, qu'est-ce qu'on a parlé. Puis quelqu'un est malade, puis là, je veux faire un lien avec le médecin parce que malheureusement, je l'ai expérimenté aussi, puis j'ai accompagné une amie aussi. Les médecins ne se rendent pas compte quand ils donnent un deadline, 3 mois à vie. Je sais que ça fait partie des autres. C'est pas grave. C'est pas grave qu'on les met. Là, on suit le mouvement de vie, mais on n'est pas des statistiques. Puis, ça leur enlève de l'espoir. Puis, tu donnes un exemple dans ton livre. Je ne sais pas si tu t'en souviens, là, par rapport à ça, que, tu sais, le médecin qui va, je ne sais pas si c'est dans ton livre, mais il me semble, parce que j'en ai tellement aussi, là. Tu sais, que le médecin va donner un pronostic. Un pronostic, non, mais qui va lui donner un traitement. Puis finalement, le traitement, il n'est pas reconnu qu'il fonctionne bien, mais le patient, lui, ça a fait un effet placebo. Lui, il est convaincu que Oui, OK. Écoute, il y a tellement, parce que c'était par rapport à l'effet nocebo dont je pensais quand tu parlais du pronostic des médecins. C'est ça, exactement ça. Puis c'est réel, encore une fois, j'ai deux exemples en tête, des gens qui ont le sida, effectivement, qui reçoivent un placebo, donc un médicament de sucre, donc ce n'est pas le vrai médicament comparé à ceux qui reçoivent le vrai médicament qu'on teste. Et on remarque que
c'est pas nécessairement le médicament qui a un effet positif, par exemple, sur la maladie. C'est soit ce qu'on a dit à la personne, soit ce que la personne pense aussi. Oui. Si elle est convaincue qu'elle reçoit le médicament, elle peut mieux s'en sortir. Et donc, il y a des gens qui ont été observés qui recevaient le placebo et qui s'en sortaient, et d'autres qui recevaient le médicament puis qui mourraient là, finalement. C'est ça. C'est vraiment l'effet nocebo, et c'est pour ça que je pense qu'en médecine, on est sensible à ça quand même, de savoir que si je mets un deadline, souvent, on va observer que les patients vont décéder. Mourir, c'est ça. Au moment prévu. Alors que si on n'en met pas, ben, on laisse la personne vivre sa vie, puis il peut se passer toutes sortes de choses. Puis j'ai envie de tout de suite sauter au 2e chapitre pour les rusés, parce que l'exemple, il s'applique là aussi. Les rusés, c'est ceux qui utilisent leur cerveau pour s'aider. Et l'exemple, c'est Fernand, c'est un de mes amis qui était en fait mon directeur de thèse à l'époque. Fernand, il avait le cancer, stade 4. Il a passé toutes les opérations possibles. Puis à la fin, la dernière opération, celle de changer sa moelle épinière, tu sais, quand on est rendu à ce stade-là, c'est qu'il n'y a plus d'espoir pour eux. Non, et lui décide de se mettre à la gravure. Alors, Fernand, c'est un prof d'université, décide de vraiment s'investir dans la gravure. Et finalement, tous les pronostics de ces médecins sont tombés. Et il vit encore en passant. Là. Il n'est pas mort, ce Fernand à qui on disait, vous n'en avez pas pour longtemps. Et lui dit que c'est la gravure qui l'a sauvé. C'est son expérience à lui de dire qu'il s'est tellement investi, il a arrêté de penser à la maladie, arrêté de penser qu'il allait mourir, et il s'est donné corps et âme à la gravure, à la peinture. Et puis, il vit encore pour dire qu'on ne peut pas savoir. Il s'est investi avec joie, avec passion. Fait que tout son corps a répondu à ça. Écoute, j'ai le goût de faire du pouce là-dessus parce que plus on en donne des exemples comme ça, plus les gens peuvent s'ouvrir à des possibles. Parce que c'est vraiment... Tu sais, tu parlais du médecin tantôt qui, oui, peut donner une mauvaise nouvelle, mais des fois, c'est si tu as quelqu'un dans ta famille, ton entourage, par exemple, qui est morte du cancer du sein, ben puis toi, c'est ça ton référent, ben là, ça devient ta croyance effet nocebo, tu sais. Oui. Moi, j'ai une amie, cancer du sein, tu dis, là, grade 4, les médecins, ils ne pouvaient même plus l'opérer parce qu'habituellement, c'est un des traitements, ils ne pouvaient même plus l'opérer, puis ils lui disaient... ils n'ont pas donné de temps, mais n'espère pas que tu vas vivre très, très longtemps. Puis lui, on dit ça à répétition. Puis lui, le médecin m'a emmené à l'urgence. Madame, est-ce que vous pensez que vous n'avez encore long à vivre? Vous vivez pareil comme si... Et là, il a fallu vraiment qu'elle fasse un travail de déconditionnement par rapport à ça. Et ça fait 4 ans qu'on lui a dit ça. Puis maintenant, elle va bien comme toi, là. C'est incroyable. Puis c'est pas non plus pour dire que c'est magique, là. Non. Mais il y a vraiment une compréhension qu'on devrait développer sous ces exemples-là. Puis j'en ai un autre là, qui est cité dans le livre. C'est une dame, on lui dit, bon, c'est la fin, tu sais, puis il n'y a plus rien à espérer. Puis elle demande à son médecin si elle peut partir en voyage. Faire, tu sais, réaliser le rêve qu'elle a depuis si longtemps, faire le tour du monde et tout ça. Puis lui, il lui dit, oui, madame, allez-y donc. Et elle part, puis il était supposé de mourir à l'intérieur d'une année, puis elle écrit des cartes postales, c'est ça, la condition que le médecin lui donne, c'est écrivez-moi des cartes postales pour me dire où est-ce que vous en êtes. Puis elle lui écrit ça, puis la dame n'est pas morte comme c'était prévu, mais elle a vraiment profité de la fin de sa vie. Alors, on ne sait pas c'est quoi les phénomènes qui jouent sur la santé, mais je pense qu'on a raison d'aller de l'avant puis de croire qu'on peut peut-être s'en sortir malgré tout. Et surtout, si on le fait, au moins, on passe des beaux mois de notre vie. Tout à fait. Tu viens de dire une phrase aussi qui déclenche une autre réflexion, c'est « on ne connaît pas les raisons hein? ». Autant de la maladie et de la santé. Tu sais, en science, on cherche beaucoup les variables. Pour contrôler les variables, pour comprendre les choses. Puis moi, c'est quelque chose qui m'a pris du temps à comprendre, mais
parce que je fais de l'accompagnement, hein, surtout les cancers. C'est mes défis qui m'intéressent le plus parce que, à quelque part, quand la personne a choisi ou a capte l'information puis qu'elle trouve que ça a du sens, ce qu'on est en train de dire, puis que c'est OK, bien là, elle s'engage dans quelque chose, puis ça, c'est vraiment agréable à accompagner ces personnes-là. Puis, ah non, ça, j'ai dit ça. Pourquoi je m'en allais vers quoi? Ah oui, par rapport à la médecine, par rapport aux médecins. On ne sait pas. Il y a bien des choses qu'on ne Ah oui, sait oui, pas. c'est des variantes. Puis là, je me dis, ben là, finalement, la meilleure personne qui a à décider, c'est toi-même, parce qu'il y a juste toi qui es construite avec les variables que tu as. Je veux dire, oui, on a probablement, tu sais, j'aime bien faire la corrélation, l'analogie avec les couleurs. Tu sais, tu as rouge pâle, on a tout du rouge, du vert, on a toutes ces couleurs-là qui nous habitent, mais avec différentes intensités. Fait que pour moi, on a tous les mêmes besoins fondamentaux, on a toutes les mêmes émotions, mais on est tous construits avec toutes ces nuances-là, puis ces variables-là qui est unique à moi. Fait que c'est pour ça que c'est super important que, oui, va chercher l'expérience du médecin, parce qu'on ne met pas ça de côté, surtout pas. Prends ça, mets ça sur ta table, mais va chercher d'autres, puis regarde en toi ce qui fait sens, parce qu'il y a rien que moi qui sais. Il y a juste moi qui sais comment il est construit, mais quand on commence à faire un travail de connaissance sur soi, tu sais, et c'est là pour moi l'importance que chaque être humain a à développer ce que j'appelle sa souveraineté par rapport à sa santé. Là, oui. Oui, oui, c'est vraiment ça. Je pense que les gens doivent comprendre que la médecine, c'est un outil qui fonctionne avec des approximations. Tu sais, c'est pas on dit que c'est une c'est science, ça. c'est pas une science exacte En comme la santé, chimie. C'est en santé. vraiment, c'est ça. Mais ajoutez à ça votre personnalité, puis tu sais, avec beaucoup de nuances, allez-y le plus légèrement possible parce que je me souviens d'un exemple où il y avait une personne qui avait le cancer, puis elle ne croyait pas à la médecine traditionnelle, mais plutôt à la médecine alternative, mais elle a tellement été dans ce cheminement-là d'une façon stressée en essayant de prendre tout ce qui passait. Oui. Bien, elle est partie avant une autre qui a simplement décidé d'aller vivre sur le bord d'un lac parce que c'était là qu'elle était bien, puis elle ne s'est pas traitée, là. Elle n'a pas pris ni de la médecine traditionnelle, ni de la médecine alternative, puis elle a vécu plus longtemps que l'autre. Mais comme tu dis, les variables, elles sont nombreuses d'abord, elles sont très nombreuses. Puis la plus importante, c'est vous. C'est vous comme personne, ce que vous croyez, ce que vous êtes. Ce que vous avez envie de vivre aussi, là, on ne connaît pas le jour ultime de la fin de notre vie, mais on sait qu'on veut vivre, on sait qu'est-ce qui nous rend heureux, en profiter au maximum. Comme les bons vivants, mais je pense qu'on en a parlé un peu. Les Un bons peu, mais vivants, pour dire l'importance de rire et de oui, sourire. c'est ça, exactement. Ça, j'ai une amie là, qui va commencer ça. Elle va faire du yoga du rire. Et ça, Oui, j'ai expérimenté. c'est génial Oh, ça. c'est vraiment bon, ça, pour faire sortir les tensions, là. Donc, c'est important, l'importance du rire. Ça fait partie aussi des actes à faire dans la guérison, d'aller voir des films, des comédies, de t'entourer de gens qui ont le rire facile. Bon. L'autre, c'est les paisibles. Ça aussi, j'ai bien aimé parce qu'il y a la notion de, tu sais, tantôt quand tu as fait la nuance entre l'isolement et la solitude, mais pour moi, la solitude, ça permet ça, de faire du recul, du lâcher prise, rien faire, être en vacances, être bien, être là avec soi-même, faire ce qu'on veut, ce qu'on veut. Tu sais, bon, il y avait cette Arrêtez notion-là. là. Sur les paisibles, aurais-tu rajouté quelque Non, chose? mais c'est ça. Puis on a parlé de méditation. Oui, méditation. Les Ensuite, les increvables, incroyables, on en a parlé avec l'exercice oui, ceux qui physique, bougent. bouger. Les fervents, Les euh, fervents, je peux peut-être te donner un exemple, moi, que j'ai trouvé tellement inspirante. C'était un homme qui vivait sa vie là, 100 000 à l'heure, là, un jet set, là, quelqu'un qui avait un haut poste, puis qui se fait dire que justement, il n'y en avait que 100. Ben, il restait plus grand temps pour vivre. Et il a décidé
de rencontrer chaque personne qui avait été importante dans sa vie pour leur dire qu'est-ce que cette personne-là lui avait apporté. Et il a dit que ces moments-là ont été les plus beaux de sa vie. Et donc, il a passé 100 jours, à peu près 100 jours depuis son diagnostic, les 100 plus beaux jours de sa vie, à rencontrer les gens, pas pour célébrer, qu'il disait, là, pas pour parler de la mort, mais pour célébrer la vie et à vivre des beaux moments. Wow. Moi, ça m'a toujours inspirée parce que c'est quelqu'un qui a réussi à sortir de son train de vie, là. Tu sais, il avait associé à sa valeur personnelle la richesse, un poste important, puis il a réussi à mettre ça de côté pour vivre simplement des relations avec ses proches. Super. Donc, le 7e, les sociables. On a Donc, parlé des gens on a parlé. Et les courageux. Avoir le courage d'être soi-même, d'être authentique, avoir le courage même de confronter la mort. Je raconte là-dedans une recherche qui a été faite par une infirmière auprès des mourants qui leur demandait quels sont vos regrets. Et les regrets, c'était entre autres d'avoir trop travaillé dans la vie, de ne pas avoir dit aux gens qu'on aime, qu'on les aime, de ne pas avoir partagé leurs sentiments, d'avoir resté dans ses vieilles pantoufles, dans la zone de confort dont on parlait tantôt, de ne pas avoir goûté justement assez au bonheur, toutes ces choses-là. Alors, l'essentiel de ça, pour moi, c'est souvent on se retient d'être soi-même, on se retient de vivre des projets, d'aller à fond, de dire des choses. Puis, ben, sachez qu'il y a bien des gens qui meurent sans jamais avoir fait ça et qui ont des regrets. Entre autres, je me souviens, un regret, c'était d'avoir laissé tomber des vieux amis. Souvent, la vie, on court, c'est la routine, puis on se dit, quand on sera à la retraite, mais il y a bien des gens qui partent avant la retraite. Et ben, c'est ça. Je pense que c'est le message de malade et heureux. Oui, d'abord, c'est possible d'être heureux même quand on est malade, parce qu'être malade, ça nous réveille. C'est ça, Ça nous exactement. réveille et ça nous ramène vers nos priorités, puis on se demande, ben, qu'est-ce que je veux vivre? Qui suis-je aussi? Alors, être courageux, c'est avoir le courage d'être qui on est. Fait que donc, en conclusion, je voudrais quand même souligner qu'à chacun de tes fins de les attitudes, tu fais un beau résumé ici à la fin, que je trouve qui donne des beaux points de repère. Quand comme moi, que j'avais des choses que j'avais oubliées, puis je me suis dit, pratiquons le rire comme un exercice. Parce que moi, ça, c'est quelque chose que j'ai plus tendance à être sérieuse. Puis, c'est vrai? Oui, j'ai plus tendance à être comme ça. Je vais beaucoup mieux, là. Mais bien honnête avec toi, même si je les connais, ces éléments-là, de façon intellectuelle, dans mon quotidien, il y a des choses encore que je trouve que je n'applique pas. Puis, mais ça s'en vient, tu sais, ça m'a donné le goût de m'y remettre sur plein de petits points. J'avais le goût de te remercier pour ça. Ben, merci à toi. Tu sais que ce livre-là, il a fait l'objet d'une entrevue à Denis Lévesque, tu sais, l'émission. Oui, Puis, je peux te dire que j'ai reçu beaucoup de témoignages après de gens qui avaient été transformés par la lecture du livre. Alors, je suis très heureuse d'avoir pu être utile, dans le fond, à ces gens-là, de se remettre en question, puis d'envisager la maladie autrement, puis la santé. Je suis toujours contente de me sentir servir à la cause. Tout à fait. Puis moi, c'est sûr que c'est un livre que je vais suggérer aux gens que je vais rencontrer. Je vais suggérer d'écouter cette rencontre-là qu'on vient d'avoir tous les deux pour donner le goût de s'investir, le goût de mettre plus de joie et de paix dans leur vie. Et je te remercie beaucoup parce que pour moi, j'ai une émotion qui monte. Ça fait tellement partie de ce que j'ai le goût d'offrir, puis d'ouvrir des possibles à des gens. Il y a tellement de gens qui souffrent, puis qu'ils savent tellement pas. Puis pour moi, tu fais partie, un outil pour moi de propager la bonne nouvelle, si on peut dire. Puis tu le fais tellement avec simplicité, de clarté. J'ai beaucoup aimé la simplicité et la clarté dans laquelle que tu l'amènes. Donc, merci d'avoir écrit ce livre-là. Merci Marie-Danielle, puis merci de partager tes émotions. Pour moi, c'est la vie, les émotions. Oui, tout à fait. Ça me touche. Puis merci pour tout ce que tu fais.
dans cette situation qu'on vit ensemble. C'est bon. On se dit ben, à bientôt. À bientôt.